La guerre entre la Russie et l'Ukraine devient de plus en plus compliquée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai de plus en plus de mal à savoir exactement où on en est, quels sont les intérêts de la Russie, quels sont les intérêts de l'Ukraine, quels sont les intérêts des pays occidentaux qui sont de plus en plus présents au sein de cette guerre. Bref, je suis de plus en plus perturbé par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pour pouvoir nous éclairer sur ce point-là, eh bien, j'ai demandé à Jacques Beau de venir faire une interview avec moi. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, alors je lis, mais vous êtes un ancien membre du renseignement stratégique suisse. Vous êtes spécialisé dans les pays de l'Est et vous êtes aussi ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement ce qui se passe dans les pays de l'Est et notamment les tenants et aboutissants de cette guerre en Ukraine. D'autant que vous venez d'écrire un livre, donc Ukraine entre guerre et paix, aux éditions Max Milo. Je mets un lien dans la description pour que des gens puissent le trouver et aller le voir. Et donc, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur cette guerre en Ukraine qui me semble, moi, de plus en plus compliquée. D'abord, j'ai une première question qui est Bakhmout. Bakhmout, pendant des mois, on a senti que Zelensky voulait absolument tenir cette ville, on a eu l'impression que c'était le centre du monde, la capitale de l'Ukraine, et que si on perdait Bakhmout, la guerre était terminée. J'ai reçu des journalistes qui étaient même sur le front, qui sont venus faire des interviews ici, qui m'ont parlé donc de la guerre à Bakhmout. Bon, finalement, moi, il m'a semblé que la Russie avait gagné Bakhmout. Et puis, là, depuis 2 jours, il me semble, dans ce que je lis, on a l'impression que l'Ukraine est en train de reprendre Bakhmout ou que les milices russes privées sont en train de partir, sont remplacées par l'armée officielle russe, mais l'Ukraine nous dit que en fait, c'est une défaite en race compagne et que les Russes sont en train de prendre la fuite. Enfin, on a du mal à savoir ce qui se passe avec cette ville de Bakhmout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, peut-être avant d'aborder Bakhmout, je veux venir à votre interrogation, l'interrogation que vous avez eue en introduction, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas vraiment dans les narratifs, les différents narratifs qu'il y a autour de cette guerre. Effectivement, pendant une année, on nous a dit que la Russie avait perdu, que l'Ukraine avait gagné, que les Russes n'avaient plus de missiles, qu'ils n'avaient plus d'avions, qu'ils n'avaient plus de chars, qu'ils n'avaient plus de munitions, bref, qu'ils n'avaient plus rien, et que l'Ukraine avançait sans arrêt. Mais en même temps, on s'aperçoit que sur la carte, les choses ne changent pas beaucoup. Et puis aujourd'hui, on a, alors qu'on pensait que l'Ukraine avait vaincu cette guerre, eh bien, on s'aperçoit que ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on a notamment la question de Bakhmout, cette ville de Bakhmout, qui vient comme pour faire s'effondrer tout le château de cartes qu'on avait construit en une année. Alors, peut-être, afin de clarifier les choses dès le départ, Bakhmout est aux mains russes et je ne vois pas actuellement quels seraient les moyens, les capacités et même d'ailleurs même les initiatives ukrainiennes pour reprendre cette ville. Il y a eu quelques contre-attaques, elles ont toutes été repoussées par les Russes. Et si aujourd'hui les milices de Wagner se retirent, c'est tout simplement parce que c'était prévu déjà depuis très longtemps. Et à vrai dire, peut-être pour raconter l'histoire de Bakhmout, l'affaire commence en octobre ou à la fin de l'été 2022. Alors que l'armée ukrainienne a été, le matériel de l'armée, disons, matériellement, l'armée ukrainienne a été éliminée, on peut dire ça comme ça. Les chars, l'artillerie, pratiquement tout, il reste une portion congrue de cette armée. Et à partir de juin 2022, même des médias occidentaux, notamment américains, qui disent à partir de maintenant, l'Ukraine dépend de l'Occident pour continuer la guerre. Donc ça veut dire que le matériel dont elle disposait à ce moment-là avait été détruit.
Et c'est à partir de l'été 2022 que les Occidentaux commencent à alimenter ou à fournir à l'Ukraine de manière substantielle des armes de tout genre, des lance-missiles, des missiles anti-chars, pas beaucoup d'avions, mais quelques-uns, et puis des véhicules blindés. Et les Russes, eux, n'avaient pas pour objectif de détruire l'Ukraine, ni même de l'envahir, et ils avaient atteint leur objectif, en quelque sorte, à la fin, en mai-juin, ils ont atteint leur objectif, en réalité. Excusez-moi, quel était l'objectif alors, si c'est parce que nous, on nous a toujours dit que c'était pour envahir l'Ukraine, donc quel était l'objectif russe? Oui, alors évidemment, c'est un peu le problème, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne se retrouve plus dans ce conflit, parce que il y a deux objectifs qui ont été énoncés par Vladimir Poutine, et d'ailleurs que les opérations dans le terrain que l'on a observées confirment. En fait, on constate que toutes les opérations sont liées à ces deux objectifs. C'est deux termes qui avaient été utilisés par Vladimir Poutine, qui ont été controversés: la démilitarisation et la dénazification. Démilitarisation, c'était la démilitarisation, la destruction du potentiel militaire qui menaçait les populations du Donbass. Et la dénazification visait la destruction des forces paramilitaires qui, elles aussi, menaçaient les populations du Donbass. Et c'est dit très clairement dans cette allocution que Vladimir Poutine a fait le 24 février, au moment où il déclenche son opération spéciale. Le problème, c'est que nous n'avons pas voulu écouter ça, on y a ajouté nos propres objectifs, nos propres fantasmes quelque peu, et on a commencé à penser que la Russie voulait occuper toute l'Ukraine, qu'elle voulait s'emparer de Kiev, qu'elle voulait remplacer le régime de Volodymyr Zelensky, etc., etc. Alors évidemment, si nous-mêmes définissons les objectifs que les Russes ont fixés, il y a peu de chances qu'ils soient remplis, et par conséquent, on peut dire que les Russes n'ont pas atteint leurs objectifs. Mais les objectifs des Russes étaient beaucoup plus modestes, et ils les ont atteints. Les termes de militarisation, dénazification, c'est deux termes que Zelensky avait repris de la déclaration de Potsdam que les Alliés avaient fait à Potsdam en 1945 concernant l'Allemagne, donc le Troisième Reich. Il y avait 4 objectifs qui avaient été définis alors. C'était la démilitarisation, la dénazification, la décentralisation et la démocratisation de l'Allemagne. Et Vladimir Poutine, qui apparemment est un féru d'histoire, ou en tout cas s'y intéresse, a repris 2 de ces objectifs pour définir ceux de son opération spéciale. Et l'objectif de dénazification, c'est-à-dire la destruction des forces paramilitaires, la menace paramilitaire contre les troupes du Donbass, la population du Donbass, cet objectif a été atteint avec l'encerclement de Mariupol à la fin mars 2022. Et les militaires russes l'ont déclaré très clairement. Ils ont dit, et le Financial Times d'ailleurs l'a rapporté, dès maintenant, les Russes ne demandent plus la dénazification. L'objectif a été atteint. Et la démilitarisation, c'est donc la destruction ou la neutralisation, selon de quel point de vue on se place, des forces militaires autour du Donbass, puisque je vous rappelle que le 24 mars 2021, Zelensky a signé un décret pour la reconquête de la Crimée et du sud du pays. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis mars 2021, les troupes ukrainiennes se préparent pour une grande offensive contre le Donbass. Et c'est au début février 2022, alors que l'exécution ou la mise en œuvre de cette offensive se dessine, c'est ce qui pousse la Russie à dire bien, on va attaquer ou contre-attaquer de manière préemptive. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Et la destruction donc, du potentiel militaire, il a été atteint en fait en mai-juin 2022. Et c'est l'apport des Occidentaux pour alimenter le conflit. Je vous rappelle que Zelensky a fait au début 2022 plusieurs tentatives pour avoir des négociations avec la Russie, que la Russie a acceptées, mais ce sont les Occidentaux qui n'ont pas accepté et qui l'ont forcé à retirer les propositions qu'il avait faites et à reprendre le combat. Et donc ça s'est passé fin février 2022, puis fin mars 2022, où chaque fois l'Union européenne est arrivée avec un demi-milliard
d'aide militaire à l'Ukraine. Et donc Zelensky s'est trouvé un peu forcé à continuer le combat. Et à ce moment-là, donc on est en été 2022, les Russes décident, OK, bah, puisqu'on a atteint nos objectifs, donc nous, on ne veut pas avancer plus, puisqu'on a atteint ce qu'on voulait faire. En revanche, toutes les attaques qu'on puisse avoir, on les écrasera de manière systématique. Et c'était à peu près textuellement, d'ailleurs, ce que dit le général Surovikin, qui est commandant en chef des forces russes en Ukraine, qui le dit le 18 octobre 2022. Et à partir de ce moment-là, on a au même moment la bataille de Bakhmout qui commence. Et Bakhmout est une ville qui en soi n'est pas très importante. C'est une petite ville, c'est vraiment au point de vue de la taille et de l'importance à la fois régionale, économique et autres, c'est vraiment très comparable à Verdun de ce point de vue-là. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est une ville qui n'a pas d'importance en soi. En revanche, son emplacement dans le dispositif ukrainien est considéré comme les Ukrainiens comme clé. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette bataille qui commence à Bakhmout, les Russes sentent que Volodymyr Zelensky attache une importance particulière à cette ville. Et les Russes décident donc de détruire, non pas de s'emparer de la ville, mais de détruire le potentiel qui s'y trouve. Et comme c'est une mission qui ne demande pas beaucoup de grands moyens, mobilité, chars, etc., il faut simplement de la détermination, c'est du travail d'infanterie, de combattants aguerris, et c'est un profil de mission très dangereux d'ailleurs, parce que le combat en zone urbaine est extrêmement technique, extrêmement dangereux, parce que l'ennemi est à chaque coin de maison, littéralement. Et donc, c'est pour ça que cette mission est confiée au groupe Wagner, tout simplement. Et donc, Wagner ne dispose pas de chars, etc. C'est vraiment de l'infanterie et ils sont parfaitement adaptés à ça. Et la mission qui est donnée à Prigojine par le général Surovikin, c'est vous détruisez l'ennemi dans Bakhmout. Et vous avez pour ça 6 mois. Fin octobre, fin avril 2023. Point final. D'accord. Et après ça, on vous retire et c'est l'armée russe qui reprendra le flambeau. Et c'est exactement ce qu'on a observé. C'est exactement ce qui s'est passé, avec un petit hiatus, pourrait-on dire, parce que c'est allé, donc dans une ville, quand vous voulez détruire l'ennemi qui se cache dans les caves, etc., vous êtes quand même obligé de passer de cave en cave, de bâtiment en bâtiment, et au fur et à mesure que vous détruisez l'ennemi, en fait, vous finissez par occuper la ville. Mais ça n'était pas l'objectif de l'opération. Opération que d'ailleurs les Russes ont baptisée eux-mêmes hachoir à viande. Donc c'est évocateur, oui. Assez bien dire ce que ça veut dire. Et ces combattants de Wagner ont avancé progressivement. Et fin avril 2023, comme prévu, l'état-major russe dit voilà, la mission est terminée, vous pliez bagages, on arrête de vous fournir de la munition d'artillerie, enfin, on ne vous fournit plus d'appui d'artillerie, on vous retire. Et puis à ce moment-là, Wagner a pris presque toute la ville en réalité. Il reste juste quelques maisons à prendre. Et c'est à ce moment-là que Prigojine commence à vociférer contre l'état-major. Il dit « c'est scandaleux, on a encore un petit bout pour finir le travail, donnez-nous la munition qui est ». On a eu ce fameux psychodrame qu'on a vu dans tous les médias, que nos soi-disant experts ont essayé de comprendre, d'interpréter à leur manière pour dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans la conduite russe, que ça ne fonctionnait plus. En réalité, c'est simplement ça allait trop bien pour Prigojine, d'une certaine manière. Il a été plus loin que ce qu'on lui avait demandé, et puis il a voulu parachever le travail et comme ça pouvoir dire, ben voilà, Wagner a repris Bakhmout, si vous voulez, c'était un peu ça. Et finalement, l'état-major russe a cédé, lui a dit, ok, bah tiens, on te donne ta munition, fini, tu prends l'ensemble de Bakhmout et c'est terminé. Donc, tout s'est passé exactement comme prévu et alors évidemment on a débordé un petit peu de fin avril jusqu'au 20 mai pour que ce soit complètement sous contrôle russe et maintenant
comme prévu, on retire Wagner et on met à la place des troupes russes qui, elles, sont mieux équipées, qui ont des chars, qui ont des véhicules de combat d'infanterie, etc., etc. Donc, il n'y a pas de fuite de Wagner, etc. C'était prévu d'avance, c'était prévu pour 6 mois. Normalement, Wagner aurait dû partir déjà fin avril. Donc, tout ça, ça fonctionne selon le plan. Donc, la seule chose, c'est qu'effectivement, Bakhmout, les Occidentaux n'ont pas très bien compris, parce que, comme je l'ai dit, c'est une ville qui n'est pas importante en soi, qui est importante dans le cadre du dispositif, et même les militaires ukrainiens avaient conseillé à Zelensky de ne pas tenir à Bakhmout, parce que quand vous voulez vous accrocher à chaque millimètre de terrain, eh bien, oui, il y a des pertes importantes. Exactement ce qui s'est passé à Verdun d'ailleurs, c'est que on finit par détruire retourner chaque mode de terre, et puis c'est des vies qui partent en même temps, quoi. Et ça, c'est effectivement ce que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Russes donc avaient dit qu'ils ont senti que Zelensky était attaché à Bakhmout et qu'il enverrait des troupes continuellement malgré les pertes. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui avait été écrit, sauf erreur, dans le New York Times en novembre 2022. Ils avaient dit Bakhmout sera utilisé comme un trou noir dans lequel les Ukrainiens vont perdre leurs troupes. Et puis, en fait, les Russes vont simplement utiliser Bakhmout simplement pour détruire le potentiel. Je rappelle que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il y avait ces deux objectifs, démilitarisation et dénazification. Ces deux objectifs, si vous les analysez correctement, sont des objectifs qui sont liés à un potentiel. Ils ne sont pas liés à du territoire, ils ne sont pas liés à une occupation, ils ne sont pas liés à une richesse que vous voudrez accaparer, etc. Ils sont simplement liés à la destruction d'un potentiel. Donc, vous avez un décalage, et c'est ce décalage-là qui a été tragique, si vous voulez, à Bakhmout, c'est que d'un côté, vous avez les Russes qui ne cherchent qu'à détruire du potentiel sans prendre le terrain, alors que de l'autre côté, vous avez les Ukrainiens qui défendent du terrain sans prendre garde à leur potentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la fin, ce qui compte, c'est le potentiel que vous avez et non pas le terrain que vous avez. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette situation où l'armée ukrainienne a perdu des dizaines de milliers de vies, pratiquement sans nécessité. Et cette stratégie russe, d'ailleurs, vous pouvez elle est sous une forme différente, mais c'est la même à l'égard de ce qui se passe ces jours, enfin ces dernières semaines, avec les attaques de missiles et de drones sur l'Ukraine. L'idée n'est pas tellement de détruire les matériels, les centrales électriques, etc., etc. C'est de contraindre l'Ukraine à utiliser ses armes antiaériennes. Et de fait, ce qui s'est passé, on a beaucoup parlé des patriotes américains, et pratiquement en 2 jours, les Ukrainiens ont utilisé ou consommé un tiers de la production annuelle de patriotes aux États-Unis en 2 jours. Oui, donc, effectivement. J'avais lu ça, c'est que le nombre de missiles patriotes pour arrêter un missile supersonique russe était absolument fou, et que du coup, ça n'arrêtait pas de lancer du missile patriote, quoi. Alors, voilà, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, le Patriot n'est pas conçu pour arrêter des missiles hypersoniques. Et là, je ne répète pas la propagande de Vladimir Poutine, je répète ce qu'a dit le chef de la défense aérienne ukrainien, qui, parce qu'il y a eu différentes attaques, et puis dans un premier temps, Volodymyr Zelensky a dit on a arrêté tous les missiles hypersoniques grâce aux patriotes. Et le chef de la défense aérienne ukrainien, pas russe, ukrainien, est venu, et le général Ignat a dit non, c'est pas vrai, on est incapable d'arrêter les missiles hypersoniques. Et il a bien compris le propos d'ailleurs, parce que ce petit
ces petites anecdotes, pour autant qu'on puisse utiliser le terme anecdote pour des choses si tragiques, mais cette anecdote illustre bien la problématique de l'information et de la désinformation entre l'Ukraine et l'Occident. Volodymyr Zelensky, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut montrer que l'Ukraine est efficace, il veut montrer qu'ils arrivent à des résultats, il veut montrer en fait un résultat, l'efficacité de l'Ukraine. Et donc, il a tendance à exagérer les performances. Tandis que les militaires ukrainiens, ils ont très bien compris que le fait de vanter de manière mal adapté ou exagéré ses performances, ça veut dire que les autres, finalement, disent « Ah bon, ben, ils y arrivent, donc il n'y a plus besoin de les aider. » Ah oui. Et oui. Et c'est pour ça que les militaires, quand vous avez l'office de Zelensky qui dit on a arrêté les missiles russes, on est grand, beau et fort, pratiquement, ils ont lancé, on arrête 99% de leurs missiles, et les militaires viennent derrière et disent non, c'est pas du tout ça, c'est bien au contraire, on n'est pas capable de les arrêter. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, d'ailleurs toute l'année passée, depuis mars 2022, à vrai dire, nos médias nous rappellent que les Russes n'ont plus de missiles, que leurs missiles ne fonctionnent pas, qu'ils ne sont pas si hypersoniques que ça, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pendant une année, on n'a pas jugé nécessaire de donner des armes antimissiles aux Ukrainiens. Et donc, ils ont continué à se faire taper dessus comme ça. Et nous, on a regardé tout en étant très confiants, en écoutant leur propagande, très confiants sur le fait qu'ils arrêtaient tout. En réalité, ils arrêtent très, très peu. Ils arrêtent, mais très peu, pour deux raisons. La première, c'est que, d'abord, je répète, l'objectif des Russes n'est pas de détruire des choses en Ukraine, en réalité, mais c'est de forcer les Ukrainiens à utiliser des armes antiaériennes qu'ils ne peuvent comme ça pas utiliser sur le front. Ils utilisent à Kiev, à Lvov, etc. Mais ils ne peuvent pas, et c'est exactement d'ailleurs ce qui est en train de se faire avec les patriotes et tout ça. Vous avez vu ces derniers jours qu'on a des attaques qui sont concentrées sur Kiev, et pour une raison bien simple, c'est que les Ukrainiens, s'ils veulent préparer leur grande contre-offensive, ils devraient avoir des armes antiaériennes sur le front. Mais comme ils sont attaqués à Kiev, ils ne peuvent pas mettre ces armes antiaériennes sur le front, ils doivent les garder à Kiev. Et voilà. Et là, ils dépensent leurs missiles avec des systèmes d'armes qui restent sur Kiev, et de ce fait-là, les Russes continuent à avoir les mains libres sur le front de l'armée. C'est exactement la mécanique qui se passe. Mais alors, du coup, plus subtil que ce qu'on dit dans nos médias en réalité. Mais alors du coup, la grande contre-offensive dont Zelensky nous parle depuis maintenant quelques mois, hein, d'une manière générale, est-ce qu'elle a démarré? On entend parler de petites attaques sur Moscou, petites parce que les drones n'ont pas l'air d'être militaires en fait. Enfin, du peu que j'entends, moi je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais les explosions n'ont pas l'air suffisamment importantes pour dire que c'est des choses militaires. Mais on voit aussi des tentatives d'incursion. Alors, je ne connais pas sur Belgorod, mais je ne connais pas du tout la géographie là-bas. Mais donc, on voit des tentatives d'incursion. Est-ce que c'est la contre-offensive de Zelensky qui a démarré, la fameuse contre-offensive dont on nous parle, ou pas du tout? C'est juste des petits faits de guerre, comme il s'en produit toujours. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a cette contre-offensive qui démarre ou pas du tout, en fait? Alors, pour comprendre, de nouveau, il faut toujours remonter un peu dans le temps pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et en fait, cette contre-offensive qu'on nous promet, en fait, pas depuis, enfin, on en parle depuis quelques mois, mais en réalité, c'est la contre-offensive que Zelensky avait promis en juillet 2022, déjà. Et à l'époque, il avait même évoqué une grande contre-offensive avec 1 million d'hommes pour reprendre la Crimée et reprendre le Donbass. Le fait est qu'il n'a jamais réussi à rassembler ce million d'hommes. En été de l'année passée, il a évoqué qu'il avait 700 000 hommes, mais il n'a jamais été en mesure de les engager dans une grande contre-offensive. Et pourquoi? Parce que d'abord, il a plus suffisamment de matériel pour faire ça. Il lui faudrait des chars de combat, il lui faudrait des véhicules d'accompagnement, des véhicules de combat d'infanterie, de l'artillerie, etc. L'artillerie,
l'Ukraine est arrivée pratiquement au bout, elle est arrivée au bout de ses capacités. C'est maintenant les Occidentaux qui alimentent l'artillerie ukrainienne, à telle enseigne que les Occidentaux ont même réactivé d'anciennes fabriques de munitions de l'époque soviétique en Slovénie, en Slovaquie ou en Roumanie, parce que la munition de 152 mm dont devrait disposer l'Ukraine, eh bien, l'Ukraine n'en a plus. Il faut savoir que les Ukrainiens tirent en moyenne, alors c'est des moyennes, il faut pas, et les sources occidentales, le Washington Post et les militaires aussi américains qui ont les documents fuités, notamment qu'on a eu en avril, montrent ça. En gros, on peut dire que les Ukrainiens tirent entre 2000 et 4000 obus par jour. Seulement, du côté russe, on en tire entre 20 000 et 40 000 par jour. Or, il faut savoir que 30 000 obus par jour, ça représente la production mensuelle de tous les pays occidentaux. Donc, en un jour, les Russes tirent l'équivalent de ce que tous les Occidentaux produisent en un mois, au point de vue munitions. Donc, vous comprenez, vous commencez à voir le problème de logistique qu'il y a. Donc, quand on commence à dire que les Russes manquent de ceci ou de cela, on est dans la désinformation et cette désinformation, elle a un prix parce que elle nous fait pas comprendre le conflit comme il est et elle ne nous fait pas aider l'Ukraine comme on devrait. Donc, en réalité, ceux qui ont le plus œuvré en faveur de la Russie sont en réalité tous ces médias qui essayent de dénigrer la Russie à n'importe quel prix et n'importe comment, si vous voulez, qu'on dénigre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais à partir du moment où on déforme la réalité, eh bien, on prend des décisions qui sont basées sur une réalité déformée. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle je pense que LCI, BFM TV ou la télévision suisse sont encore peut-être aussi responsables que les Russes de la défaite ukrainienne. C'est ça qui est dramatique. Mais bon, on ne veut pas le comprendre, donc on continue sur cette voie, si vous voulez. Mais donc, les Russes, eux, et d'ailleurs, il y a un très intéressant article qui vient d'être publié par Business Insider, donc on ne peut pas vraiment qualifier de poutinolâtre ou de Kremlin, qui indique que les Russes, dans ce conflit, n'ont utilisé qu'environ 3% de leur capacité. Ce qui vous montre que les Russes en ont encore beaucoup sous le coude, beaucoup plus que ce qu'on veut dire. Donc et ça explique peut-être votre question initiale, ça explique un peu la désorientation que tout le monde a, y compris les Ukrainiens, je reviens encore à la contre-offensive, rassurez-vous, mais ça explique ce décalage qu'il y a entre la réalité du terrain, ce que nous attendons de l'Ukraine, et puis la réalité. Et c'est, je le dis depuis une année, mais bon, évidemment, aujourd'hui, dans l'ère du temps, il faut vanter l'Ukraine et dénigrer la Russie, très bien, mais la réalité est la réalité. La Russie a le dessus depuis le début de l'offensive. L'Ukraine, depuis le début de leur offensive, donc en février 2022, l'Ukraine n'a jamais repris un territoire qui n'avait pas été abandonné au préalable par les Russes. Parce que les Russes, contrairement aux Ukrainiens, ils ne sont pas là pour prendre du terrain. Donc, ils ne s'accrochent pas au terrain. C'est ce qui s'est passé en septembre de l'année passée à Kharkov et en octobre de l'année passée à Kherson. Quand ils ont vu que les Ukrainiens voulaient à tout prix prendre ces territoires, ils se sont dit, nous, c'est des territoires qui ne nous intéressent pas beaucoup, on va les quitter. Et puis, d'ailleurs, les Ukrainiens n'ont même pas poursuivi les Russes. Ils ont laissé partir les Russes et ils sont venus avec un décalage de plusieurs heures. Donc, il n'y a même pas eu de bataille, ni à Kherson, ni à Kharkov. En revanche, lorsque les troupes ukrainiennes sont arrivées dans ces territoires désormais abandonnés, ils ont été accueillis par l'artillerie russe. Ce qui fait qu'il y a eu des pertes ukrainiennes dans ces territoires, mais pas de pertes russes. Et donc, ça vient de cette mauvaise compréhension dès le départ, et vous l'avez dit vous-même, on a toujours dit que les Russes voulaient s'emparer de l'Ukraine. Non, ils ne veulent pas s'emparer de l'Ukraine. Ils veulent détruire un potentiel. Et peu importe si ce potentiel est à gauche ou à droite du Dniepr, ça joue aucun rôle. L'important, c'est de le détruire. Et donc, eux ne s'accrocheront pas au terrain. Et donc, voilà un peu la situation où elle est. Alors, pour revenir à cette contre-offensive,
Le problème de l'Ukraine, c'est de rassembler la quantité de matériel et de potentiel suffisant pour avoir une masse critique qui lui permette d'avoir l'avantage dans une ou des batailles. Or, il y a deux phénomènes qui se sont passés. Le premier, c'est que d'abord, les Russes sont très bien préparés, alors ça c'est certain, mais en plus de ça, on a fourni le matériel à l'Ukraine, enfin les Occidentaux ont fourni du matériel à l'Ukraine, mais par petits morceaux, si vous voulez. Donc les Ukrainiens n'ont jamais réussi à avoir d'un coup la masse critique qu'il fallait. Ils ont reçu quelques missiles par-ci, quelques obus par-là, quelques chars ici, quelques avions par-là, avec le résultat que non seulement ces matériels n'ont jamais atteint la quantité suffisante, mais en plus de ça, ils peuvent difficilement être intégrés dans un concept opératif cohérent. Ouais, une armée, c'est pas simplement un assemblage de pistolets, de canons, de fusils et d'avions. C'est un système dont chaque composante doit fonctionner en harmonie avec les autres. Les avions appuient les chars sont appuyés par de l'infanterie qui doit avancer avec des véhicules qui doivent avoir des caractéristiques se rapprochant de celles des chars. Quant à l'artillerie, elle doit avoir une portée suffisante pour accompagner le mouvement des chars, etc., etc. Donc on a affaire à des systèmes, sans parler des systèmes de conduite, qui doivent permettre, par exemple, quand on a évoqué tout à l'heure les missiles, quand vous avez 10 systèmes antiaériens qui ne sont pas interconnectés, dès que vous avez une menace, vous avez 10 systèmes qui tirent. Les Russes, eux, ont des quantités de systèmes antiaériens qui ont des propriétés différentes, des qualités différentes pour des objectifs différents. Quand vous avez un engin aérien qui arrive dans leur espace, on acquiert la cible, on analyse la cible et automatiquement on choisit le bon missile pour le bon objectif. Résultat des courses, ils utilisent probablement 10 fois moins de munitions pour le même objectif que les Ukrainiens, qui eux ont des systèmes qui sont très imparfaitement intégrés parce que ce sont des systèmes qui ont des provenances différentes, des caractéristiques différentes, qui parfois ont été conçus. Vous avez des armes qui ont été conçues en Allemagne, des armes qui ont été conçues en France, des armes qui ont été conçues aux États-Unis, avec des contextes opérationnels très différents. Par conséquent, il est très difficile de rassembler toutes ces armes un peu hétéroclites, cette espèce de patchwork, en un seul concept opératif. Et ça, évidemment, les Occidentaux ne le disent pas, mais les militaires, eux, le savent. Les militaires savent très bien quelle est la problématique. Donc, ce qui est un peu pervers et cynique quelque part, c'est qu'on sait qu'on leur donne des armes qui ne leur donneront pas l'avantage, mais qui permettront simplement de prolonger le conflit en réalité. Mais il est douteux que les Ukrainiens aient l'avantage. Et puis alors, il y a le phénomène que la munition, si vous avez été attentif à l'actualité ces derniers jours, encore que les médias occidentaux n'ont que très peu répercuté ça, mais en réalité, les Russes ont frappé d'immenses dépôts de munitions, justement de ces munitions occidentales qui étaient venues, à Khmelnytsky, à Ternopol, à Pavlograd, etc. Il y a toute une série de grands dépôts de munitions qui ont explosé, qui ont été attaqués par les Russes. Et donc, si vous voulez, toute cette munition, eh bien, c'était de la munition que les Occidentaux avaient envoyée en vue de cette grande contre-offensive. Plus on avance dans le temps, plus Zelensky voit son potentiel de succès se réduire. C'est la raison pour laquelle l'offensive, et on sait par les documents fuités en avril, qu'initialement, cette offensive de printemps ou contre-offensive de printemps était prévue pour fin avril.
Elle a été repoussée, elle a été très rapidement repoussée à mi-mai, puis ensuite fin mai, ensuite juin, puis maintenant on ne sait plus vraiment quand elle le sera, mais Zelensky n'a pas l'air d'être très pressé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui il demande des F-16. Il dit tant que je n'ai pas des F-16, je ne peux pas faire ma contre-offensive. Donc si vous voulez, il constate qu'il lui manque toujours quelque chose parce qu'au fur et à mesure qu'il le reçoit, c'est détruit, donc il demande des choses nouvelles. Et puis on est un petit peu dans cette espèce de serpent qui se mord la queue et on ne voit pas très bien où ça peut finir. Et alors, une partie des interrogations que vous avez évoquées à votre niveau, mais il y a, les Américains, eux, commencent à se les poser aussi parce que ce qui se passe, c'est que l'année prochaine, le président Biden veut se représenter à la présidentielle. Et il n'a pas vraiment envie de se présenter à la présidentielle avec un conflit qui est en cours et puis qui manifestement montre qu'il y a un bégaiement occidental dans cette affaire et que donc on s'est engagé dans un conflit sans avoir les moyens de le soutenir. Et on sait que, en fait, l'armée ukrainienne a été déjà très largement décimée. Donc, on est en train de mettre des emplâtres sur des jambes de bois, en quelque sorte. Et on s'en rend bien compte. Et les Américains, ou plutôt l'administration Biden, ne veut pas entrer dans la présidentielle avec un truc comme ça. Donc, on sait que ça va devoir s'arrêter. Il va leur trouver une solution pour qu'on on cesse de tirer d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on a l'impression justement de quelque chose de pas clair là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, on sent qu'il y a un agacement du côté des occidentales. On entend les Anglais, on entend les Allemands, vous parlez de Biden, où effectivement, ils commencent à dire il nous faut des résultats. Mais d'un autre côté, quand à chaque fois que Zelensky veut ou Poutine veulent faire la paix, entre guillemets, en tout cas engager des négociations, moi j'ai lu récemment, il me semble, le chancelier allemand qui disait c'est pas le moment de négocier ou c'est pas le moment de faire la paix. Ou le Premier ministre anglais aussi, je crois, qui a dit on s'opposerait à une paix. Il me semble que c'est eux, que c'est leur verbatim. Oui. Mais du coup, je comprends pas bien ce que veulent vraiment les Occidentaux, ce que veulent l'Allemagne, l'Angleterre et les Américains, qui me semblent être ceux qui sont en première ligne, parce que j'ai l'impression qu'on suit, mais qu'on n'est pas en première ligne à ce point-là. Donc, Allemagne, Angleterre, Amérique, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que soit on veut que ça se finisse parce qu'il y a des élections l'an prochain, ou parce qu'on dit maintenant il nous faut des résultats. Mais dans ce cas, on laisse les gens discuter pour essayer de trouver un terrain d'entente et signer une paix. Soit on veut pas que ça se finisse et on utilise aussi les mots qu'ils disent, c'est-à-dire il n'est pas question d'arriver à une paix aujourd'hui, on serait contre le fait qu'il y ait un accord de trouver. Quelle est quelle est leur position, quelle est leur volonté, vers quoi ils veulent aller vraiment? J'avoue que j'arrive pas à le savoir parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, quoi. Vous avez tout à fait raison. Je pense que votre observation est absolument pertinente. On est dans ces contradictions-là. L'ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'en février était un ami que je connais de très longue date. Et lorsqu'on disait que on voulait pousser Zelensky à faire la paix, il disait non, c'est pas à nous de le pousser à faire la paix, c'est à Zelensky de décider lui de faire la paix. Et puis effectivement, aujourd'hui, on voit presque la manœuvre inverse, c'est-à-dire quand lui propose de faire la paix, les autres disent non. On veut bien que ce soit lui qui décide de faire la paix, mais nous on veut pas. On est en contradiction permanente. Pour une raison très simple en réalité, c'est que depuis le début de ce conflit, et quand je dis début du conflit, je ne remonte pas à février 2022, mais 2014, en fait, l'objectif de tout ça, c'est la Russie. C'est la Russie qu'on essaye, qu'on veut affaiblir, qu'on veut pour des raisons qui, à mon avis, tiennent plus de la psychiatrie parce que la Russie depuis la fin du communisme, la Russie n'est pas une menace, n'a jamais été une menace pour l'Occident. Au contraire, à la fin du communisme, les Russes, pratiquement toute classe politique confondue, était un pays qui était demandeur. Ils étaient très admirateurs de l'Occident. Pendant les périodes de communisme, ils avaient rêvé de l'Occident en réalité. Et donc, quand le communisme est tombé,
ils ont tout fait pour essayer de se rapprocher de l'Occident, pour essayer de se rapprocher de l'Union européenne, pour essayer de se rapprocher même de l'OTAN. Et c'est nous qui avons mis les freins parce qu'économiquement, on ne pouvait pas intégrer un géant comme la Russie. C'était déjà compliqué d'intégrer les nouveaux pays de l'Est, etc., etc. Quant à l'OTAN, c'est un problème à peu près similaire. C'est très difficile quand vous avez une organisation qui tourne ou qui est centré sur la capacité nucléaire américaine, de mettre une deuxième puissance nucléaire dans l'équation. Ça rend les choses très compliquées. Donc il aurait fallu soit revoir l'OTAN, mais l'OTAN tel qu'il était conçu pouvait difficilement intégrer une deuxième puissance nucléaire. Donc du coup, toutes ces initiatives russes du début des années 90, et ces attentes aussi de la Russie et de la population russe d'ailleurs ont été toutes déçues par les Occidentaux qui, c'est pas qu'ils étaient méfiants à l'égard de la Russie, mais ils avaient peur d'intégrer quelque chose de trop gros pour eux dans les structures qui étaient l'Europe naissante, l'OTAN qui savait plus très bien quel était son objectif, puisque l'OTAN a été créée contre la menace soviétique, mais du coup il n'y a plus de menace soviétique. Donc on est dans le début des années 90, un moment où l'Europe occidentale, ou le monde occidental se remet en question, tant au niveau stratégique qu'économique. Et l'URSS est un morceau trop grand, ou la Russie plus exactement, est un morceau trop grand à absorber. Donc, mais les Américains ont gardé toujours cette idée que la Russie, quand bien même elle était beaucoup plus faible économiquement qu'eux, qu'elle constituait un défi pour eux et comment dire, une espèce de challenger qu'il fallait éliminer, en particulier dans la perspective de la montée de la Chine. Et les Américains ont eu beaucoup d'interrogations sur la manière de. Donc, leur adversaire, c'est la Chine, très clairement, parce que c'est eux qui deviennent la puissance économique, qui prennent de l'importance. On le voit au niveau diplomatique, on le voit grâce aux routes de la soie, etc., etc. Et la Russie, là-dedans, les Américains seraient beaucoup plus contents s'il y avait une Russie beaucoup plus affaiblie et qui ne puisse pas renforcer la Chine, qui ne puisse pas renforcer l'Europe, et donc qui soit une sorte de zone neutre. Ce n'est pas pour rien que cette dernière année, à l'écart de nos médias d'ailleurs, vous avez eu une série de conférences sur ce que les Américains appellent pudiquement la décolonisation de la Russie, c'est-à-dire en gros son démembrement et sa décomposition dans différents petits pays indépendants. J'en donne d'ailleurs deux exemples de cartes dans mon ouvrage, un exemple avec 19 États et un autre à 34 États. Donc on est sur quelque chose de. L'idée d'affaiblir la Russie au point qu'elle n'existe plus en tant qu'entité territoriale et politique qu'on connaît, et probablement militaire aussi, c'est un vrai souci des Américains. Et en fait, ça guide un petit peu la réflexion sur notre attitude par rapport au conflit. Vous remarquez que dans les réflexions, et d'ailleurs même dans ce que vous avez évoqué tout de suite, vous avez dit on essaie de prolonger cette guerre. En fait, quand on dit on veut prolonger la guerre, on ne pense pas à l'Ukraine, on pense à la Russie, n'est-ce pas? C'est ça qui est extrêmement pervers dans cette affaire. On ne cherche pas à aider l'Ukraine, on cherche à abattre la Russie. Et l'Ukraine est en fait l'outil qu'on a trouvé pour le faire. Voilà. C'est un peu ça. L'Ukraine est un peu la victime consentante. Et je dis victime consentante parce que en mars 2019, le conseiller de Zelensky, Oleksiy Arestovitch, a donné une interview à une télévision ukrainienne où il explique que, donc en mars 2019, je rappelle pour ceux qui l'ignorent, mars 2019, c'est un mois avant les élections présidentielles qui feront de Zelensky le président de l'Ukraine. Et à ce moment-là, donc en mars, donc un mois plus tôt, son conseiller personnel, qui faisait déjà partie de l'équipe présidentielle,
enfin futur présidentiel, mais de l'équipe du candidat à l'époque, Mhm. et qui est un gars qui a fait l'école militaire. Enfin, c'est un militaire, c'est pas simplement, c'est pas juste un humoriste. C'est quelqu'un qui connaît plus ou moins son sujet. Et dans cette interview, il dit pour entrer dans l'OTAN, nous ne pouvons pas avoir de conflit ouvert avec la Russie, puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, l'Ukraine se considère en conflit avec la Russie, et c'est d'ailleurs ce qu'on dit depuis avec l'histoire de la Crimée, etc. Mhm. Et donc, comme dans l'OTAN, on ne peut pas prendre un pays qui est déjà en conflit, parce que ça signifierait que La guerre l'alliance... se généralise. Exactement. Donc, la condition pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est que la Russie ne soit plus un adversaire. C'est-à-dire qu'elle soit suffisamment affaiblie ou vaincue ou détruite, ou enfin, vous pouvez employer le verbe que vous voulez, de façon à ce qu'elle ne représente plus un défi. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, l'OTAN pourrait le prendre. Et c'est ce que comprennent en tout cas les Ukrainiens. Et ce que décrit Arestovitch là, il dit, il nous faut avoir une guerre, et nous aurons une guerre avec la Russie afin de pouvoir entrer dans l'OTAN. Et quand d'ailleurs la journaliste lui demande, mais cette guerre, elle sera, vous voyez ça quand? Donc le gars d'abord décrit la guerre. Hein. Alors là, il ne fait pas un grand effort d'imagination, il décrit ce qu'il y a dans les écoles militaires ukrainiennes et même de l'OTAN d'ailleurs, avec des scénarios qu'on connaît, qui sont classiques, mais qui représentent d'ailleurs ce qui s'est passé en février de l'année passée. Et quand elle lui demande, oui, mais ça, cette guerre, c'est pour quand? Il dit 2021-2022. Donc en 2019, on savait qu'il devait y avoir une guerre avec la Russie. Et donc on est parti sur un narratif où on savait qu'il y avait un conflit et dont l'issue du conflit devait nécessairement être la défaite de la Russie. Alors pour les Ukrainiens et les Américains, c'est deux objectifs différents. Pour les Américains, c'est un objectif un peu générique, si vous voulez, c'est supprimer un concurrent d'une certaine manière. Pour les Ukrainiens, c'est la clé, le passage obligé, si vous voulez, pour entrer dans l'OTAN. Voilà. Et un élément, vous qui, je crois que vous traitez davantage, enfin je vous suis surtout pour les questions économiques, mais vous êtes sans doute d'autres sujets aussi, mais l'élément central de la stratégie qui devait être appliquée contre la Russie, c'est les sanctions. C'était ça, et d'ailleurs, Alexei Arestovitch, en 2019, le dit très clairement, c'est les sanctions qui doivent amener la Russie à genoux, et qui doivent amener la Russie dans une situation où elle n'est plus en mesure de continuer la guerre, parce que son potentiel économique, son potentiel industriel n'est plus en mesure de suivre. Et en disant ça, d'ailleurs, il fait écho à un document qui a été publié à peu près à la même époque, d'ailleurs, par un think tank américain, la Rand Corporation, qui est un think tank qui a été créé en 1948-49 pour réfléchir à la stratégie américaine, stratégie nucléaire, etc., et qui travaille pour le Pentagone depuis lors. Donc c'est un des institutions de réflexion militaire les plus respectées et les sans doute aussi une des plus compétentes aux États-Unis. Et à la même époque où vous avez cette interview avec Arestovitch, la Rand Corporation publie un document de 300 pages, enfin plus de 300 pages, qui décrit la manière de détruire la Russie en utilisant l'Ukraine. Alors, les sanctions et l'Ukraine, parce qu'il faut un déclencheur, parce que pour sanctionner, vous ne pouvez pas tout à coup dire, maintenant, à partir de demain, on vous sanctionne. Il faut qu'on provoque, il faut que vous fassiez quelque chose qui justifie l'application des sanctions, parce que le problème, ce n'est pas simplement les sanctions américaines, parce que pour un pays... Pour un pays comme la Suisse, Luxembourg ou Malte, si vous voulez, vous arrivez très vite à asphyxier un pays comme ça avec des sanctions. Là, pas de problème. Mais quand vous avez un pays comme la Russie qui fournit l'énergie, du pétrole, qui a des ressources naturelles absolument gigantesques et qui fournit à peu près la totalité du globe, vous êtes obligé d'avoir non pas des sanctions massives, pas seulement des sanctions massives en termes de largesse de bande, si vous voulez, mais il faut c'est que tout le monde y participe.
n'est-ce pas? Il faut que vous ayez la participation. C'est pour ça que les Américains et les Européens dans la foulée sont aussi pressants sur les pays africains, sur les pays du Moyen-Orient, sur la Chine, etc. Parce que si vous avez un trou dans le filet, eh bien, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de pays ne se sentent pas concernés par ce conflit, à juste titre d'ailleurs, et ils n'ont pas participé à ces sanctions, en tout cas pas dans la même mesure que ce qu'attendaient les Occidentaux. Donc, les sanctions jouaient un rôle considérable, mais pas seulement, il fallait le déclencheur. Le déclencheur, c'était l'Ukraine. Et ce n'est pas pour rien qu'on a eu ce décret de Zelensky en mars 2021. C'était un peu l'étincelle qui devait déclencher l'affaire. Ce qui est intéressant quand vous lisez cette étude, elle est disponible sur Internet, vous pouvez la télécharger, donc je n'invente rien du tout. Elle explique exactement tous les domaines dans lesquels on peut affaiblir la Russie, tous les domaines économiques, au niveau des embargos, au niveau de ses capacités industrielles. Enfin bref, c'est vraiment une étude qui est extrêmement fouillée et qui, sous le chapitre risque, dit en substance, alors je ne vous cite pas verbatim les choses, mais vous pouvez le constater vous-même parce que c'est très intéressant. Après avoir décrit une stratégie assez complète pour affaiblir la Russie, dans les risques, les gars de Rand Corporation disent ça c'est la stratégie qu'on vous propose, mais personnellement, on vous conseille de ne pas l'appliquer parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans la stratégie qu'on vous donne, notamment les capacités et la résilience de l'économie russe, qu'on n'est pas en mesure. Beaucoup d'éléments d'évaluation qu'on a utilisés sont des éléments qui datent des années 2010-2014. Hein. Je rappelle qu'en 2014, il y avait une première volée de sanctions qui avait été appliquée à la Russie, et qui avait été relativement efficace d'une certaine manière, parce que la Russie n'était pas vraiment préparée à ces sanctions, et là, il y a eu une certaine efficacité. Le problème, c'est que au lieu de réfléchir, enfin d'étudier l'évolution entre 2014 et 2022, on a simplement fait une projection linéaire de ce qu'on avait observé en 2014, et puis on s'est dit ça va être la même chose en 2022. Or, ça n'a pas du tout été le cas, et ça, les analystes de la Rand Corporation avaient prédit, enfin ils avaient dit en tout cas qu'il fallait s'en méfier, et ils avaient dit en plus de ça, si on applique cette stratégie, ça va certainement coûter à l'Ukraine des pertes énormes, des pertes de territoire, et l'Ukraine va nécessairement devoir s'engager dans une paix qui lui est pas favorable. D'accord. Donc en fait, en réalité, on est dans un narratif qui était totalement dirigé. On a pratiqué un peu la méthode Coué quelque part. Hein. On essaie de se convaincre que l'adversaire est mauvais, malhabile, incapable, etc. Et puis on a travaillé là-dessus et on reste un peu là-dessus et on s'est persuadé que la Russie allait perdre. Voilà. Et on n'arrive pas à sortir de ce narratif. Et vous voyez d'ailleurs, bon, vous êtes un média indépendant, mais quand vous regardez les médias traditionnels, c'est assez effarant de voir l'incapacité qu'ils ont à sortir de ce narratif, à réanalyser la situation de manière plus adéquate, manière plus objective. Et le problème, c'est qu'on a conforté les Ukrainiens. Quand je dis les Ukrainiens, je dois encore ici mettre un bémol parce que en réalité, les Ukrainiens sont sont pas les idiots que LCI croit qu'ils sont. Les Ukrainiens sont beaucoup plus avisés que ça. Le problème, c'est que notre interlocuteur ou l'interlocuteur de nos médias, c'est finalement Zelensky et les gens qui sont autour de lui. Mais en Ukraine même, les militaires ukrainiens, entre autres, mais pas seulement, parce que quand on regarde les médias ukrainiens, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours... Alors, ils sont dans un pays en guerre, donc ils ne vont pas avoir une opinion radicalement différente du gouvernement, etc. Il y a des contraintes qu'on imagine bien, qui sont d'ailleurs qu'on retrouve en Russie aussi. Hein, c'est assez. Oui, qui sont normales. Oui. C'est logique dans un pays en guerre.
Mais dans ces limites-là, vous remarquez que la presse, les journalistes ukrainiens sont beaucoup plus critiques que leurs homologues occidentaux sur la manière dont l'Ukraine conduit la guerre et dans la manière dont les Occidentaux aident les Ukrainiens. Parce que c'est dans la presse ukrainienne qu'on voit apparaître des choses assez quand vous les dites sur les médias, sur YouTube, etc., vous avez immédiatement un journaliste français ou suisse qui vous dira que vous êtes un agent de Poutine, etc., etc. Mais en réalité, les Ukrainiens eux-mêmes ont dénoncé des armes qui avaient été fournies par l'Occident, qui étaient défectueuses ou qui n'étaient pas adaptées au combat que l'Ukraine livre à la Russie, etc., etc. La presse ukrainienne a été beaucoup plus critique, alors de nouveau dans des limites raisonnables, parce que par la force des choses, ils ne peuvent pas tout dire, ça s'explique très bien, mais la presse ukrainienne est beaucoup moins alignée derrière Zelensky. D'ailleurs, à telle enseigne que beaucoup de... Alors, ça ne se voit pas dans les médias francophones. Hein. Les médias francophones, là, on est aligné couvert Oui. derrière la propagande. Donc, mais c'est assez dramatique parce que du côté anglo-saxon, il y a un regard beaucoup plus critique sur ce qui se passe et l'importance de la presse ukrainienne, d'ailleurs, est beaucoup mieux reconnue par les anglo-saxons que par les francophones. Et puis, les anglo-saxons ont aussi dénoncé des matériels qui étaient défectueux, etc. J'entends. Donc, c'est assez amusant qu'on est vraiment, particulièrement en France, mais la méthode Coué, c'est typiquement, hein, de nouveau, je suis suisse de passeport, mais rassurez-vous, j'ai beaucoup de racines françaises aussi, donc je prêche aussi un petit peu pour ma paroisse, et je me permets d'être critique parce qu'on trouve un peu les mêmes travers dans tout le paysage médiatique francophone, à vrai dire. Et c'est dommage parce que je pense qu'on a contribué à pousser les Ukrainiens dans la mauvaise direction. Voilà, aussi dramatique et aussi incongru que ça puisse paraître, on ne les a pas vraiment aidés à analyser la situation telle qu'il faudrait le faire pour aborder le conflit de manière raisonnable. Vous savez, si vous partez sans arrêt de l'idée que l'ennemi est plus faible qu'il n'est réellement, vous avez toutes les chances de vous planter. Mais du coup, pour finir, est-ce qu'il y a une sortie de crise que l'on peut voir qui va arriver, ou est-ce qu'on est dans un conflit qui va encore s'éterniser des années? Enfin, est-ce qu'il y a une sortie de crise visible là, qui commence à poindre, ou pas du tout? On va rester comme ça à parler de l'Ukraine, de la guerre Russie-Ukraine, comme on a parlé de la guerre du Liban pendant un moment, c'est-à-dire une dizaine d'années, quoi, avant qu'il se passe quelque chose. Alors, j'ai l'impression que dans l'esprit des Occidentaux, c'est comme ça que ça devrait se faire. Parce que les Occidentaux n'arrivent pas à concevoir l'idée. Parce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, si vous regardez la carte, vous voyez la carte telle qu'elle est. Et vous imaginez bien que s'il y avait une négociation aujourd'hui, on ne voit pas très bien par quel prodige les Russes décideraient du jour au lendemain que, bon, écoutez, on est arrivé là où on est arrivé, mais finalement, pas de problème, on repart en arrière, on se serre la main, et puis voilà. Donc, on comprend bien que les Russes, ils sont arrivés aussi loin, d'abord, ils sont allés pour les populations du Donbass, et les populations du Donbass ont des attentes par rapport à eux. Je vous rappelle que la plus grande partie des réfugiés ukrainiens, si on prend par pays, hein, si on prend par région, il y a un nombre très important qui est parti en Occident, mais si on prend par pays, le pays que les Ukrainiens ont le plus choisi pour fuir l'Ukraine a été la Russie. Quand vous regardez les statistiques, quand vous regardez les statistiques du Haut Commissariat aux droits de l'homme, vous vous apercevez, ça va un peu à l'encontre du narratif officiel. Si vous prenez par pays, si vous dites entre l'Est et l'Ouest, alors effectivement, on aura peut-être presque égalité d'ailleurs. Il y a quand même plus de monde, je pense, qui sont partis à l'Ouest. Au total, si on compte les réfugiés ukrainiens qu'il y a eu en Russie depuis 2014, parce que ça vient aussi
s'ajouter à ça, alors là, clairement, le bilan est en faveur de la Russie. Donc, si on prend par pays, le pays de choix des Ukrainiens est la Russie. Donc, bref, mais sans revenir sur ces choses-là, lorsqu'on regarde les perspectives, on voit que les Ukrainiens, le peuple ukrainien, je pense, ne verrait aucun inconvénient à arrêter les frais et puis à dire maintenant on s'arrête et on arrête cette tuerie et puis on négocie, on discute ensemble. Il y a une fraction de cette population, notamment les extrémistes, ceux qui avaient dit d'ailleurs en 2019 dans la presse ukrainienne, pas la presse du Kremlin, la presse ukrainienne. Lorsque, vous savez, Zelensky a été élu sur l'idée d'une réconciliation avec la Russie en 2019. Dmitry Yarosh, qui est le chef d'une de ces milices paramilitaires, enfin, quand des milices paramilitaires, donc on parle quand même de quelques dizaines de milliers d'hommes, hein, on n'est pas sur simplement 300 mecs quelque part, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux, qui aujourd'hui ont même des chars, etc. Donc c'est vraiment une partie formellement pas intégrée à l'armée ukrainienne, mais qui est parallèle à l'armée ukrainienne, un peu comme Wagner, pourrait-on dire, si vous voulez, en plus important. Mais Dmitry Yarosh a dit, donc, dans la presse ukrainienne, il a dit, si Zelensky exécute son programme, on l'élimine, on le pendra. Clair et net. Et ces gens sont toujours là. Ces gens sont toujours là. Et vous avez un noyau dur extrémiste autour de Zelensky qui fait tout pour empêcher qu'il y ait négociation. Et d'ailleurs, c'est un grand journal, maintenant je peux me tromper entre le Washington Post et le New York Times, qui avait dit au début de cette année, qui avait dit que Zelensky est en train de jouer sa survie politique, voire physique. Parce qu'il y en a beaucoup qui, dans son entourage, n'accepteraient pas qu'il négocie. Donc en fait, Zelensky est une personne qui, je pense, est dans une situation extrêmement inconfortable, que nous avons mis dans cette position. Il est vraiment entre le marteau et l'enclume en ce moment, parce que je pense qu'il se rend compte, comme beaucoup, que ce conflit va nulle part, mais il est inféodé ou obligé par ses partenaires occidentaux, parce que, à part ça, on parle des armes, bien sûr, mais le jour où l'Ukraine, on aboutit à une négociation, une paix, etc., qui va financer la reconstruction de l'Ukraine? Parce que, vous voyez, là, il y a aussi quelque chose. Actuellement, aujourd'hui, l'Ukraine vit ou survit grâce à l'aide financière qu'elle reçoit des Occidentaux, de l'Union européenne, États-Unis, etc. Mais si l'Ukraine négocie une paix que les Occidentaux ne veulent pas, parce qu'eux veulent voir continuer le conflit, oui, ils se retrouvent ruinés. Ouais. Comprenez? Donc en fait, on a mis Zelensky dans une position extrêmement inconfortable où on voit que la guerre ne mène à rien, mais que la négociation est exclue par les partenaires de Zelensky. Donc on voit qu'il y a un jeu extrêmement pervers qui est mené par les Occidentaux, et ça d'ailleurs c'est accepté par nos médias. C'est ça qui est assez frappant, que quelques politiciens extrémistes comme Lindsey Graham aux États-Unis, qui sont des fanatiques anti-russes, etc., ça peut se concevoir dans le paysage, mais on ne voit pas très bien pourquoi on essaye de pousser et d'inciter les Ukrainiens à persévérer dans un conflit dont on sait qu'il ne mènera à rien. Parce que même si cette contre-offensive devait connaître du succès, et tous les experts, déjà le terme succès devrait vraiment être défini, parce qu'il y a peu d'experts qui voient un succès réel de cette offensive. Alors, peut-être ils vont récupérer quelques kilomètres carrés, peut-être. Mais l'idée qu'ils arrivent à reconquérir la Crimée,
Enfin, de nouveau, je n'ai pas de boule de cristal, et puis les miracles existent probablement sur cette terre. Enfin, je ne sais pas, mais disons que les éléments factuels que nous avons, les éléments techniques qu'on a à disposition, toutes les informations montrent que le succès ukrainien, s'il y en a un, il ne sera pas de nature à déstabiliser la Russie, ni même à la pousser à quitter ses positions. Donc, on voit bien que quel que soit le cas de figure, on risque plus ou moins de se retrouver dans une situation très proche de celle qu'on a maintenant, même si on pourrait admettre que je ne sais pas, je ne veux pas préjuger non plus des forces ou des faiblesses de l'armée ukrainienne. Elle est peut-être capable de reprendre une portion significative de territoire, mais elle n'arrivera sans doute guère plus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, comme disait Business Insider, les Russes n'ont investi pour l'instant qu'environ 3% de leur capacité dans ce conflit. Donc, alors que l'Ukraine, elle est en train de racler les fonds de tiroir. C'est pour ça que les munitions occidentales, les missiles occidentaux, les chars, les avions, tout ça est si important, parce qu'elle n'a plus rien. Donc, si vous voulez, l'Ukraine a vraiment l'eau au menton, alors que ce n'est pas le cas de la Russie. Alors, évidemment, on peut se persuader du contraire, et c'est ce que nos médias essayent de le faire, mais se persuader du contraire ne signifie pas que la réalité est celle-ci. C'est ça. Très bien. Eh bien, Jacques Beau, je vous remercie pour cet éclairage. Donc, je rappelle votre livre « Ukraine entre guerre et paix » qui est chez Max Milo. Je mets un lien dans la description pour qu'on puisse aller l'acheter chez votre éditeur. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.